Bonjour et bienvenue donc dans ce webinaire «Pourquoi et comment se lancer en franchise?». Donc un webinaire, donc pour lequel nous avons donc Élodie avec nous. Coutan, Élodie, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous, donc Élodie Coutan, je suis la directrice générale d'Ixina France. Et nous avons également avec nous Benjamin Bobo. Donc Benjamin, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis donc Benjamin Bobot, je suis le directeur du développement pour le groupe FBD et donc notamment pour l'enseigne Xina. Voilà, et moi je suis Julien Sioufi, expert franchise au sein de Franchise Board et on va parler aujourd'hui de pourquoi et comment se lancer en franchise, donc avec Ixina. Alors devenir franchisé, en fait, c'est un tournant de sa vie, c'est un parcours professionnel qu'on choisit à un moment donné pour diverses raisons. On peut sentir qu'il est temps de passer à autre chose, on plafonne, on a des besoins d'indépendance ou des envies de construire tout simplement une richesse supplémentaire, un capital. Voilà, donc la franchise permet d'entreprendre dans un cadre sécurisé, puisque c'est le cadre, en fait, tel qu'il a été défini par la franchise, et un modèle à suivre. Et en entrepreneuriat, quand on a un modèle à suivre, on a un niveau de sécurité qui est accru, une prévisibilité de succès, même si elle n'est pas garantie, en fait. C'est finalement vous qui allez faire votre succès en tant que candidat. Et on va choisir une enseigne et un projet qui nous convient. Et le franchiseur, lui, il va vous choisir de façon à pouvoir réaliser ce projet. Alors, finalement, lorsqu'on parle de pourquoi devenir franchisé, on a principalement une douzaine de cas de configuration. Alors, on a 4 premières configurations sur devenir franchisé. Donc, la toute première consiste à prolonger sa carrière ou en prendre le contrôle. Lorsque on devient franchisé, finalement, bien, on va passer d'un plafonnement de carrière à un point suivant. On peut aussi avoir comme motivation, pourquoi devenir franchisé? Mais pour aligner sa vie professionnelle sur le rythme familial ou personnel. Par exemple, on ne voit pas suffisamment ses enfants, on est trop souvent sur la route ou trop souvent absent, et on souhaite finalement avoir plus de disponibilité et avoir une vie plus épanouie. Ou tout simplement, augmenter son revenu et bâtir un capital, puisque lorsqu'on devient franchisé, en général, le revenu augmente dans des proportions non négligeables. On peut parler de fois 2, fois 3. Et on se bâtit un capital qui est parfois équivalent au prix de sa maison ou de son logement actuel. Donc, on a une espèce de booster de patrimoine. Alors, on a d'autres raisons pour devenir également franchisé, Élodie. Tout à fait. Donc, notamment construire un projet dont on est fier. Évidemment, souvent un projet d'entreprise et de franchise, ça doit être un aboutissement et on a beaucoup de fierté, nous, à travers nos partenaires, qui peuvent être de la fierté juste de créer de l'emploi et de créer son propre emploi, fierté des résultats, fierté de son équipe. Donc ça, c'est un vrai sentiment. Et puis fierté d'appartenance à l'enseigne aussi, ça doit faire partie des choses. Mais beaucoup de nos partenaires se reconnaissent dans cet objectif-là. Évidemment, se délivrer du système managérial pyramidal. Souvent, les candidats qui viennent nous voir nous disent je veux devenir mon propre patron. Donc voilà, il y a cette liberté qu'on veut trouver, avoir les mains libres et à partager ses valeurs managériales. Et puis évidemment, travailler au cœur de sa passion. C'est le cas dans notre franchise, dans la cuisine, parce que c'est un métier où beaucoup de nos hommes et de nos femmes franchisés sont des passionnés de ce beau métier. Alors, Benjamin, également, d'autres raisons de devenir Oui, ce qu'on franchisé. constate, c'est que c'est souvent aussi une aventure commune avec un proche. On a beaucoup de nos franchisés qui mènent cette aventure en famille, en couple. Pourquoi pas avec un ami, une connaissance, un associé. En tout cas, c'est beaucoup, pour beaucoup de cas, un projet qui se fait en commun, ce qui permet aussi d'être un petit peu moins seul et de cumuler des compétences qui sont nécessaires dans le projet. C'est effectivement réaliser une passion qui peut être réprimée de longue date. Alors ça, on le constate parce que finalement, on a souvent des franchisés qui reviennent vers un métier qui les passionne parce qu'on est passionné ou intéressé par le décor d'intérieur, par l'agencement, par l'architecture dans certains cas, ou voire par les aspects techniques de la cuisine. Et donc, il y a une vraie satisfaction à revenir vers quelque chose qui est dans ses fibres propres. Et enfin, développer son entreprise, rompre l'isolement et donner un second souffle, on a parfois des franchisés qui étaient à leur compte, qui ont fait le choix de rejoindre une enseigne comme la nôtre, et ce qui leur permet effectivement de se donner des potentiels beaucoup plus importants et de faire partie d'un réseau. C'est important. La franchise, c'est aussi l'entraide entre les franchisés eux-mêmes et le franchiseur. Donc, c'est aussi rompre l'isolement. Voilà, et 3 dernières raisons, on va acquérir en fait une nouvelle expertise métier finalement lorsqu'on devient franchiseur. Très souvent auparavant, on était salarié. Une des expertises que l'on va nouvelles qu'on va apprendre, ça va être d'être chef d'entreprise.
Un point clé également sur le pourquoi devenir franchisé, c'est d'exploiter pleinement son potentiel professionnel. À partir du moment où on gagne en indépendance, on devient son propre chef d'entreprise, eh bien, on va pouvoir pleinement donner la mesure de son talent, et ça, la franchise le permet. Et puis aussi, tout simplement, retrouver un sens à son existence. Parfois, on ne sait plus pourquoi on fait les choses au quotidien, pourquoi on va travailler, on n'y trouve plus vraiment d'intérêt, de plaisir, d'amusement. Et là, la franchise nous permet d'avoir un projet qui nous remotive et qui nous permet de repartir. Donc, au-delà de ces 12 raisons, on a finalement 3 éléments clés qui vont correspondre à la recherche du franchisé. Alors, le tout premier besoin, pourquoi devenir franchisé, c'est la performance. La performance d'un concept qui se traduit par des métriques économiques, combien ça coûte, combien ça rapporte. Alors, Benjamin, tu peux nous parler de ces métriques justement pour le concept Ixina, par exemple. Oui, bien sûr. On va illustrer ce propos avec des chiffres parce que effectivement, ça ne peut pas être le seul levier, mais en tout cas, c'est un levier effectivement important que de comprendre combien on investit et finalement combien on gagne. Nous, naturellement, on analyse très régulièrement les chiffres de nos franchisés, que ce soit en termes d'investissement, de chiffre d'affaires, de rentabilité. Et donc, on est capable aujourd'hui de dire qu'assez factuellement, pour ouvrir un magasin Ixina qui fait généralement autour de 400 mètres carrés, on a un investissement pour agencer le magasin qui représente à peu près 250 000 euros, auquel s'ajoutent 100 000 euros pour tout ce qui est frais d'ouverture au sens large, c'est-à-dire qu'il y a les droits d'entrée, les frais administratifs, les coûts de formation, les coûts des salariés avant l'ouverture, le loyer avant l'ouverture, etc., etc. Et puis, parce qu'on est prudent, on recommande aussi d'avoir un fonds de roulement le temps que le business soit lancé, qui peut représenter entre 60 et 80 000 euros. Tout ça mis bout à bout, on est sur une enveloppe pour ouvrir un magasin Ixina qui va tourner autour de 400 000 euros, qui peut concrètement aller d'à peu près 350 à 450 000 euros. Et donc, pour être en capacité de financer ce projet, il est question d'avoir un apport personnel qui va osciller entre 80 et 120 000 euros. Alors, face à cela, bien entendu, c'est quelle est la rentabilité, quel est le retour sur investissement finalement pour le franchisé. Alors, c'est bien entendu dépendant de la performance du franchisé, de sa stratégie de rémunération, de la façon dont il va souhaiter fonctionner. Ce que l'on sait dire, c'est que la première année est souvent une année de lancement et de mise en place dans laquelle la rentabilité n'est pas forcément très importante. Et donc, souvent, les franchisés qui sont en reconversion et qui ont accès à l'aide à la création d'entreprises vont s'appuyer donc sur Pôle emploi finalement et limiter la rémunération qu'ils prennent sur l'activité. Néanmoins, c'est tout à fait envisageable de commencer à prendre une rémunération, on va dire, autour de 20, 30, 40 000 euros sur la première année, pour rapidement monter sur des niveaux de rémunération qui vont être entre, on va dire, 50 et 100 000 euros sur les années 2 et 3. Et puis, dans la durée, on constate une capacité de générer un revenu, alors on va parler de revenu hors fiscalité, qui va être autour de 200 000 euros une fois que le magasin est lancé. Donc finalement, on constate que par rapport à l'apport initial, il y a un retour sur investissement qui se fait autour de 3 ans. Donc c'est un retour sur investissement qui est assez rapide. Il n'y a pas de succès sans travail. Donc vouloir entreprendre, c'est aussi passer par de la performance. Et donc c'est se donner effectivement comme objectif de gagner plus. C'est d'ailleurs une composante majeure de la franchise. Le franchisé gagne plus, le franchiseur développe son réseau, développe ses enseignes. Donc, c'est tout à fait ça. Et puis, pour vous partager 2 derniers chiffres, on constate une rentabilité moyenne sur nos magasins après cette phase d'ouverture et de lancement qui est autour de 7% pour un chiffre d'affaires moyen de 2 500 000 euros. Donc, on a effectivement un modèle qui est plutôt, qui inspire confiance. Oui, d'autant que la performance qui est délivrée par le concept, donc en rentabilité, ce qui permet de se payer ou de mettre de l'argent de côté au sein de l'entreprise, se double une autre performance qui est la création de patrimoine. C'est-à-dire qu'on a une unité qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, elle a une valorisation qui va dépendre de différents facteurs, mais elle a une valorisation assez significative en général. Exactement. Alors, le deuxième point, c'est la sécurité. En fait, on a la performance, bien sûr, donc on voit qu'il y a un apport personnel, un investissement global et des revenus attendus et une valorisation du patrimoine, mais on a aussi une sécurité qui est liée en franchise au fait que l'on reproduise un modèle existant. On reproduit un modèle existant avec un niveau de sécurité d'autant plus élevé que ce modèle a été reproduit depuis longtemps et par de nombreuses personnes. Donc, Élodie, peut-être tu nous en parlais concernant la reproductibilité du concept Ixina.
Avec plaisir, et c'est sûr que pour choisir sa franchise, il faut choisir un franchiseur qui est solide. Pour ça, effectivement, pour justifier, nous, chez Ixina, de ce modèle sécurité, on s'appuie effectivement sur 50 ans d'expertise, puisque l'enseigne a été créée en Belgique il y a 50 ans et 25 ans en France. En 25 ans en France, on a aujourd'hui 176 magasins sur lesquels notre business model a été éprouvé, et avec les résultats que vient d'évoquer Benjamin, et puis avec beaucoup de perspectives de développement pour nos franchisés. Donc, ce qui est plutôt moteur sur la pérennité et la sécurité du modèle. Pour étayer également cette sécurité, on a chez Ixina aucune liquidation judiciaire depuis 2015. Malheureusement, une va intervenir cette année suite à un décès brutal d'un de nos franchisés, et voilà, d'aléas malheureusement sur lesquels on n'a pas su trouver une solution, mais malgré tout, on a un business modèle très sécure et très stable. On est aussi rattaché à un gros groupe, le groupe FBD, qui a 500 magasins de cuisine dans le monde, premier franchiseur européen de cuisine, donc c'est vraiment un modèle solide. Et puis, moi, j'invite tous les candidats à la franchise à se renseigner sur la sécurité de leurs franchiseurs potentiels et en l'occurrence de l'enseigne Ixina via deux biais. Évidemment, on a un DIP, le document d'information précontractuelle, qu'on partage à tous les futurs candidats et qui leur permet effectivement de manière très tangible, concrète, de vérifier les éléments qui vont être annoncés par la franchise sur ses ouvertures, ses fermetures, etc. Et puis un autre biais, un autre levier qui est pour moi essentiel, c'est quand on s'intéresse à une franchise, c'est d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des franchisés de cette enseigne de manière aléatoire. Moi, j'invite tout candidat à se présenter dans un magasin Ixina et à demander à parler aux franchisés. Et ça sera le meilleur témoignage de la sécurité, de la solidité et de la performance de l'enseigne. Alors, on a 3 points. On a de la performance, on a la sécurité, comme on l'a vu, et puis peut-être ce qui est le plus important au quotidien, puisque une fois qu'on a assouvi ses besoins matériels, on a besoin de s'épanouir. C'est l'épanouissement qu'on va trouver au sein du réseau, où on va travailler au sein d'une communauté soudée par des valeurs. Ce quotidien de l'entrepreneur qui n'est pas justement isolé et qui fait partie d'un collectif, donc, est particulièrement important dans un réseau. Alors, Élodie, concernant ces valeurs, et qu'est-ce que tu peux dire concernant les valeurs d'Ixina? Oui, c'est vrai dans tout réseau, et je crois qu'on le disait tout à l'heure dans les 12 raisons de se lancer en franchise, rompre l'isolement est important. Et alors, tous les franchiseurs, toutes les enseignes ne reposent pas sur les mêmes valeurs, et c'est pour ça que quand vous allez vous intéresser à une franchise, il faut que vous vous retrouviez. Le mariage, je dis souvent, le contrat de franchise, c'est un peu comme un mariage, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une rencontre entre quelqu'un qui veut créer sa boîte et un franchiseur qui va apporter une expertise et un savoir-faire, et on se marie à minima, normalement, pour un contrat de 7 ans, ce qui fait qu'il ne faut pas se tromper. Et donc, on doit se reconnaître dans les valeurs. Dans les valeurs d'Ixina, notamment, on en a 3 qui nous tiennent à cœur, qui sont la transparence, qui se traduit par beaucoup de proximité avec nos franchisés, et puis une capacité à se parler sans langue de bois, de manière très, très sincère. On a également dans nos valeurs l'échange, le partage. On a beaucoup de moments de partage via des réunions plénières, mais surtout via des réunions régionales, via des moments en plus petits comités, via des rencontres évidemment one-to-one, via des comités, des groupes de travail qu'on met en place, qui nous permettent d'échanger, et pour nous, c'est un point clé. Et puis la convivialité dans notre réseau, c'est un point aussi important. On a beaucoup de moments de convivialité où on peut se retrouver avec nos franchisés. Donc c'est vrai que c'est important pour nous, quand un candidat arrive, qu'on le reconnaisse dans ces valeurs-là, que lui il se reconnaisse là, sinon il ne sera pas heureux et nous on ne s'y retrouvera pas non plus, parce qu'on attend des franchisés investis et engagés à nos côtés. Donc ça, c'est un point important. Puis le deuxième point aussi que je voulais souligner, Julien, c'est non seulement de partager les valeurs du réseau, mais également de partager la vision, parce que on rentre dans un réseau, et un réseau qui a des projets, des ambitions dans les années à venir. Et c'est vrai que c'est pareil chez nous, chez Ixina, on a de belles ambitions sur la marque Ixina. On a l'ambition de se créer une position de leader dans les années à venir. Donc, ce qui implique effectivement sur les candidats qui vont s'engager avec nous, qu'on va valider, forcément un esprit de conquête, une envie de performance, de qualité de service, mais aussi de remise en question permanente. Il faut être prêt à travailler, à se remettre en question, à évoluer tout le temps. Donc, c'est des valeurs qui doivent se retrouver quand vous choisissez votre franchise. Voilà, donc pourquoi devenir franchisé? Pour un besoin de performance, pour un besoin de sécurité, et pour partager les valeurs d'un réseau dans lequel on va s'épanouir. Alors, on a 2 temps finalement quand on choisit une franchise. On a un premier temps de la découverte, de la prise d'information, qui va se traduire d'ailleurs par le document d'information précontractuel, à l'issue duquel on va avoir un consentement éclairé, on va vouloir aller plus loin dans le projet, on va concrétiser par un contrat de réservation ou de plusieurs mois d'échanges, de discussions, de rendez-vous et d'immersion, et tu en parlais tout à l'heure, de discussions avec des franchisés existants qu'on va rencontrer de manière très libre. Et une fois qu'on a pris cet engagement, on rentre dans une autre phase qui est la préparation de son projet, et on devient
un franchisé, finalement, dans le cadre d'une assistance précontractuelle, c'est-à-dire entre le moment où on réserve la zone sur laquelle on souhaite s'implanter et le moment où le projet va se concrétiser, il y a 3 éléments clés pendant lesquels on va bénéficier de l'assistance du franchiseur. Donc, ces 3 éléments clés, c'est de trouver un emplacement. L'emplacement est un sujet clé en franchise, de créer sa société et d'obtenir son financement. Alors, si on parle déjà de l'emplacement, qui est la toute première question qu'on se pose, on réserve sur un territoire donné, puis on va rechercher un emplacement. Alors, l'emplacement est toujours choisi par le franchisé sous sa responsabilité, mais il va bénéficier d'une assistance. Alors, concrètement, Benjamin, cette assistance, en quoi consiste-t-elle au sein d'Exina? Écoute, c'est un sujet qui est effectivement important parce que ce que l'on constate, c'est que finalement, se mettre à son compte, ça implique de faire appel à de nombreuses compétences, y compris des compétences dans des domaines pour lesquels, pardon, nos partenaires, nos candidats, nos futurs franchisés n'ont pas forcément d'expérience ou d'expertise. Donc, notre rôle, c'est aussi de partager un savoir-faire, de mettre à disposition de nos franchisés des relations avec des partenaires qualifiés qui vont pouvoir les accompagner, les conseiller et s'assurer qu'ils vont prendre pour eux-mêmes effectivement la bonne décision. C'est le cas pour la recherche de locaux. On a dans mon équipe, j'ai 4 personnes, dont un expert de l'immobilier. Et finalement, tous ont à cœur d'accompagner les franchisés sur la sécurisation du bon local. En tout cas, en leur donnant tous les éléments qui vont leur permettre de faire le bon choix. Alors, ça passe d'abord par la recherche de locaux. Alors, tout simplement, ce que l'on fait, c'est qu'au travers de notre expertise, finalement, on a beaucoup de contacts auprès des bailleurs, des agents commerciaux, voire d'autres enseignes nationales qui nous permettent de prospecter et d'identifier la vaste majorité des locaux qui peuvent être disponibles sur un secteur donné que l'on partagera avec les franchisés. Donc là, on va faire, on va dire, du sourcing d'opportunités, libre aux franchisés de creuser ou pas certaines des pistes. Ensuite, il y a la phase de négociation. C'est quelque chose qui peut être assez anxiogène et qui est souvent nouveau pour nos futurs franchisés. Donc là, on a, nous, un ensemble de connaissances au travers de nos magasins et de nos réseaux. Et donc, on sait en tout cas donner des lignes directrices à nos futurs franchisés sur les conditions financières du bail, sur les niveaux de loyer qui peuvent être constatés et acceptables, afin que le franchisé puisse entamer sa négociation sur des bonnes bases et en connaissance du marché dans lequel il se trouve. Dernier point, la partie purement juridique, le bail. Là aussi, on est sur un aspect qui est assez technique. Ce que l'on propose, c'est l'accompagnement par un avocat conseil que l'on connaît et qui nous paraît être tout à fait compétent pour accompagner les franchisés et les aider dans la lecture de leur bail afin qu'ils puissent faire efficacement la lecture juridique. Donc finalement, pas besoin d'être un expert en immobilier pour ouvrir un magasin. L'important, c'est de savoir se faire accompagner, de se faire conseiller. C'est ça, c'est un enjeu clé pour nous et c'est pour ça qu'on accompagne de cette manière-là les non-experts en la matière sur cette recherche de local qui est clé, je le souligne, parce que le choix du local, le bon emplacement permettra des meilleures performances aussi et une capitalisation plus forte à terme. Donc, ce choix est clé et ce choix reste évidemment en décision exclusive du franchisé sur la base de nos conseils. Oui, parce que le franchisé devient en fait un chef d'entreprise et il commence à mûrir en tant que chef d'entreprise pendant cette phase d'assistance précontractuelle. Il va le devenir concrètement, il va devoir créer sa société. S'il crée sa société, il a besoin d'un partenaire clé qui est l'expert comptable. Là encore, il va le choisir sous sa responsabilité, mais on va l'aider et l'assister. Alors concrètement, Benjamin, pour l'assister dans le choix de son expert comptable, la création de société, comment on agit au sein d'Exina? Eh bien, écoutez, tout simplement, on a certains de nos franchisés qui ont déjà un expert comptable avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, mais on va dire que ce n'est pas la majorité des cas. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un travail de référencement, on va dire réciproque, avec certains réseaux d'experts comptables nationaux qui donc vont être rompus au mode d'exploitation en franchise, rompus au secteur d'activité de la cuisine, et connaître plus particulièrement le modèle économique d'Ixina, ce qui va permettre d'avoir une lecture beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace, finalement, de l'enjeu de développement, de construction de son projet d'entrepreneuriat du futur franchisé. Et il va notamment le conseiller sur une phase qui est très importante, qui est la construction du business plan. Alors, le business plan, c'est le reflet de la vision de l'entrepreneur, qui est finalement très subjectif parce que ça va dépendre des niveaux de revenus qu'il souhaite générer rapidement ou plutôt construire un capital. Quel est son niveau d'ambition commerciale? Quelle performance est-ce qu'il vise par rapport au réseau
et compte tenu de son environnement commercial. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ingrédients et c'est très important de se faire accompagner par un expert comptable sur ces éléments parce que finalement, sur ces différents leviers, le choix et le dosage va permettre aux futurs franchisés, aux futurs entrepreneurs d'avoir le bon équilibre entre la prudence et l'ambition qui va lui permettre d'avoir un business plan sain et qu'il arrivera d'autant plus facilement à faire accompagner et financer par une banque. Au-delà de ça, pour faciliter ce travail, on a construit avec les équipes d'Ixina une matrice qui permet de modéliser un prévisionnel de compte de résultats qui est basé de manière très spécifique sur les leviers et les composantes qui font les spécificités de notre activité, de notre enseigne. Tout à fait, et j'insiste là aussi, c'est comme sur la partie immobilière, c'est-à-dire qu'on accompagne, on donne des clés, mais on ne fait pas la place d'eux, puisque c'est à chaque franchisé, futur franchisé, commerçant indépendant, d'élaborer ce business plan, de chercher son expert comptable, enfin en tout cas de le sélectionner et de sélectionner son local, mais on sera là pour accompagner. C'est important. Voilà, on voit là toute la particularité du système de la franchise, où on a finalement un franchisé indépendant, entrepreneur indépendant, qui va être assisté avec beaucoup de soins et de minutie, donc par son franchisé. Alors, dernier point de l'assistance précontractuelle, et souvent un point crucial également sur le projet, qui est la partie du financement. Alors là, il y a des spécificités chez Ixina, on a un accompagnement au financement qui est particulier. Oui, tout à fait. C'est important pour nous d'accompagner sur ce financement parce que le financement, c'est clé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un candidat qui est pour nous parfait pour la franchise. On peut avoir trouvé le local et puis arrive le moment où il faut trouver l'argent. Benjamin en a parlé tout à l'heure. On est sur des projets qui sont entre 400 et 450 000 euros sur lesquels il faut à la fois trouver de l'apport puis à trouver du financement. Donc, pour aider sur toute la partie financement, on a notamment, nous, en tant que franchise, des liens avec les principales banques françaises et notamment avec leur pôle franchise. Donc, chaque année, on rencontre ces pôles franchises pour rééchanger, pour remettre à jour tous nos éléments d'analyse de rentabilité de notre modèle et de notre réseau. Donc, ils sont très bien informés de notre modèle et donc sont des vrais leviers pour un candidat pour obtenir plus facilement un financement. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, deux autres leviers importants au-delà de ce financement, c'est effectivement les notions d'apport qui parfois sont plus compliquées. On a parlé d'un apport entre 100 000 et 120 000. Tous les candidats n'ont pas cette capacité-là. Donc, on peut s'appuyer sur un de nos partenaires qui s'appelle Impact Local qui va aider à fournir de l'apport sur certains candidats. Donc, on met en relation avec ce prestataire-là. Et puis, de manière plus spécifique au niveau de notre groupe, donc chez Ixina, mais au niveau du groupe FBD, on a monté un système qui s'appelle la bourse au talent, excusez-moi. Et ce système permet sur des candidats qu'on va évaluer, nous, comme étant expérimentés dans le milieu de la cuisine et avec une vraie chance de succès, on va nous les aider spécifiquement avec un modèle qui est assez objectif et bien écrit pour être là, pour apporter aussi un apport et faire que là où on a un talent, c'est pour ça qu'on appelle ça la bourse au talent, le projet soit réalisable, même si l'apport aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Donc voilà, tout un système pour accompagner, avec évidemment des garde-fous, mais qui permettent à nos candidats d'ouvrir leur magasin Ixina sans être bloqués par ces sujets. Oui, donc là, on a un système chez Ixina qui consiste finalement à investir en tant que franchiseur parce qu'on croit au candidat. Donc, on est sur une logique où on est vraiment tellement confiant dans son concept et dans la performance de son concept, en tout cas dans la performance de son concept tel qu'appliqué par un certain profil pour lequel on a une forme de coup de cœur, on se dit de toute façon, l'argent ne peut pas être le seul élément différenciant, on s'engage financièrement aux côtés de ce candidat, ce qui est vraiment particulièrement vertueux. Tout à fait. Et c'est vrai que ça rejoint évidemment cela, on le fait sur une sélection évidemment plus drastique des candidats. Et comme tu le rediras sûrement, mais c'est un mariage franchiseur-franchisé. Donc, nous aussi, on choisit nos franchisés. Et donc là, évidemment, dans ce contexte-là, on est encore plus vigilant. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. On a évoqué les différentes raisons du pourquoi, le comment on va accompagner. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Donc, le plus important, finalement, c'est de trouver chaussure à son pied, c'est-à-dire de faire en sorte de trouver l'enseigne qui correspond donc à ses valeurs, à ses aspirations de performance, de sécurité et d'épanouissement, et puis aussi faire en sorte que, en retour, cette enseigne nous sélectionne et soit d'accord pour avancer avec nous de façon à réaliser un projet qui soit profitable pour tout le monde et gagnant-gagnant. Exactement. Je ne sais pas si, alors, messieurs, dames qui nous écoutez, si vous avez des questions, on ne vous l'a pas dit, mais évidemment, il y a un chat qui existe sur l'outil. Dans ce chat, vous pouvez poser des questions. Vous avez également eu des sondages, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions si vous en avez. C'est le moment qu'on puisse y répondre. Alors,
une première question. En combien Ouais. de temps peut-on ouvrir une franchise Ixina? Benjamin, je te laisse la main. Ouais. Alors, en combien de temps? On va dire qu'on a, 3 phases. La phase, de se rencontrer, d'apprendre à se connaître. Donc ça, c'est la phase, on va dire, de candidature et de sélection, mutuelle entre le candidat et le franchisé qui, globalement, en fonction des disponibilités des candidats et cetera, va prendre, 1 mois et demi. C'est généralement, pas très long. Il y a ensuite la phase qui est très dépendante de notre capacité à trouver des locaux, puisque donc on va immédiatement se mettre à chercher des locaux pour notre futur franchisé sur la zone cible, telle qu'on l'évoquait tout à l'heure. Donc là, c'est assez variable. On a en ce moment un contexte économique qui fait que les belles zones commerciales sur lesquelles on recherche à s'implanter, on n'est pas les seuls à vouloir s'implanter. Donc, on n'a pas forcément partout foison de locaux, mais en tout cas, on y met tous les efforts et toute notre capacité d'identifier des locaux. On va dire que, allez, on met en général entre 1 et 3 mois pour identifier le local. Et puis, une fois qu'on a identifié le local, il faut monter le projet, monter le financement, bien entendu, préparer les autorisations administratives, lancer les travaux, la formation du franchisé et de ses équipes, et puis, en bout de course, l'ouverture. On va dire que ça va prendre en moyenne autour de 3-4 mois. Donc, finalement, pour un projet qui se passerait de manière assez moyenne, on est quand même assez rapidement entre le premier point de contact et l'ouverture du magasin, on va dire qu'on est facilement sur à peu près 8 mois. Et en moyenne, on va être entre 8 et 12 mois maximum pour être dans son magasin. Oui, je rebondis effectivement sur ce que tu dis, Benjamin. On a l'exemple là concret d'un magasin qu'on va ouvrir à Albertville dans les mois qui viennent. Les premières rencontres avec le candidat étaient en novembre et là, on va ouvrir en juillet. Donc là, c'est un exemple où tout se déroule vraiment très bien puisque le local a été identifié très rapidement et sécurisé. Donc là, on est vraiment sur, j'ai envie de dire, la période minimale, comme tu dis, Benjamin. Et puis à l'inverse, on a des candidats qu'on valide, des locaux, alors soit qu'on peine à trouver sur des zones complexes, soit qu'on va trouver qui sont en construction. Et on a parfois eu des candidats qu'on a validés il y a 3 ans et qui viennent d'ouvrir là. Alors, c'est des cas exceptionnels, mais c'est vrai que quand on cherche sur certaines zones très précises, parfois, c'est un peu plus long. Donc, il faut que nous, on arrive à accompagner les partenaires dans ces cas-là, à être patient, à réanimer les choses. Et donc, c'est une gestion différente aussi. Alors, une autre question, quels sont les critères en fait, de sélection d'un candidat? Je pense par rapport aux valeurs du réseau, mais sur quels critères exactement on dit OK ou pas OK à un candidat? Alors, il y a forcément dans la sélection de nos partenaires, il y a des critères objectifs et il y a des critères forcément assez subjectifs, évidemment. Sur les critères objectifs, il faut évidemment que les candidats se retrouvent, nous, dans les valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils aient envie de partager ces valeurs avec le réseau, de transparence, d'échange, de convivialité. Évidemment, il y a aussi nous rejoindre de manière objective sur la vision. Moi, j'ai besoin de reconnaître des candidats qui vont effectivement aller développer de la performance sur l'enseigne, qui se reconnaissent dans les valeurs et le positionnement de l'enseigne, puisque nous, on a un positionnement sur l'enseigne qui est plutôt accessible. On se veut servir tous les clients pour faire des cuisines à 4 000 € et des cuisines à 12 000 €. Donc, il faut vraiment des gens qui se reconnaissent aussi dans ces valeurs-là. Ça, c'est important. Et puis, la qualité de service, évidemment. Et après, ce qu'on va rechercher aussi avec Benjamin quand on rencontre des candidats, c'est leur capacité et leur proximité au commerce, malgré tout, même si on enfonce une porte ouverte une fois qu'on s'est dit ça. On fait du commerce avant tout, du commerce qui n'est pas simple parce que ce sont des ventes longues, on ne vend aucun produit fini. Donc, il faut aimer servir le client, il faut aimer gérer aussi de l'insatisfaction. Quand je dis aimer, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il faut être conscient que ça fait partie du commerce parce qu'on est sur un métier où, j'ai envie de dire, quasiment une cuisine sur 2, il y a du SAV à gérer et donc du suivi de dossier. Donc voilà, une appétence forte au commerce, une appétence forte au management. Pour ceux qui nous écouteront et qui sont dans le monde de la cuisine, ils le savent. Pour ceux qui viennent en dehors de cet univers, on est vraiment sur un métier où, comme je le disais, vu que rien ne se vend, on n'a aucun produit fini, rien ne se vend tout seul, on a besoin d'hommes forcément pour faire la vente. Et ces hommes, ils doivent être managés au quotidien parce qu'on est sur de la vente longue, on est sur une vente qui est difficile, concurrentielle. Donc, il faut être en management de proximité, de terrain, avec des équipes courtes. Et donc, c'est un management aussi différent de ce qu'on peut avoir connu dans d'autres structures où parfois on est amené à piloter, je dis n'importe quoi, une dizaine de personnes cadres qui ont Bac+5 ou je ne sais quoi. Et là, non, on est sur du management de proximité, de terrain, sur des équipes courtes de 4 ou 5 personnes qui peuvent être autodidactes ou qui peuvent être
venus d'autres univers. Donc voilà, c'est un peu des critères, c'est ce qu'on va essayer nous de déceler lors des entretiens. Et puis évidemment, l'enseigne grossit, Ixina devient de plus en plus connue, on a des fortes ambitions comme je le disais, donc il nous tient à cœur d'identifier des profils qui vont avoir envie d'accompagner cette croissance-là, cette ambition-là, cette compétitivité. Donc il faut qu'on sente aussi cette niaque, parce qu'il faut avoir envie. Et c'est vrai que des candidats parfois qui viennent nous voir et qui finalement viennent chez nous autant qu'ailleurs, nous, on a besoin d'entendre une envie, une passion commune, quoi, une envie d'avancer ensemble. Alors, une dernière question, peut-être avant de terminer l'événement. Parmi les profils qui contactent Ixina et qui réussissent, bien sûr, et qui deviennent franchisés, quelle est la proportion des gens qui sont issus de l'univers de la cuisine et qui ne sont pas issus de l'univers de la cuisine? Alors, j'ai envie de dire, Julien, sur notre réseau, je dirais qu'on est quasiment aujourd'hui à 50-50. Parce que notre développement aujourd'hui se fait aussi beaucoup avec des franchisés internes ou parfois avec leurs collaborateurs. Je dirais qu'aujourd'hui, on a 50-50, mais historiquement, sur le lancement de l'enseigne Ixina, on était majoritairement sur des gens hors univers au lancement, parce que c'est vrai qu'on est arrivé avec une nouvelle méthode de vente, on a cassé les codes un peu des cuisinistes avec une méthode smart. Donc, on a les deux types de profils, on dira 50-50, et avec un taux de réussite qui est identique. La vraie différence, c'est qu'un cuisiniste, c'est vrai que le démarrage va être plus fort parce qu'il connaît le métier, parce qu'il connaît les clés de succès en tout cas, donc ça va aller peut-être plus facilement au démarrage. Le démarrage peut être parfois plus difficile pour des gens hors univers, donc c'est un vrai enjeu clé chez nous de bien les accompagner, d'avoir des parrains aussi dans le réseau pour avoir ce succès, quelle que soit la provenance. D'accord. Ouais, ce que j'ajouterais juste, pardon Julien, et je suis bien entendu complètement aligné avec le constat d'Élodie, mais on a souvent, ou parfois en tout cas, des candidats qui pensent que si on n'est pas cuisiniste, si on n'est pas capable de poser techniquement une cuisine, on ne peut pas devenir franchisé dans le secteur de la cuisine ou en tout cas chez Ixina. C'est bien entendu pas le cas. On a des formations, on accompagne nos franchisés sur les aspects techniques et purement métiers. Donc effectivement, les enjeux, c'est d'avoir ces compétences, ces prédispositions pour être sensible à la satisfaction client, au commerce, au management de l'équipe. Mais même si on en a beaucoup, il n'est pas indispensable d'avoir déjà été cuisiniste pour devenir franchisé dans la cuisine. D'accord, on a un savoir-faire qui est suffisamment solide, consistant, substantiel, pour pouvoir faire réussir des profils qui sont hors univers cuisine et pour pouvoir potentialiser des profils qui sont univers cuisine. Alors, peut-être une dernière question. Les secteurs de développement disponibles, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moyen de les connaître? Est-ce que ouais. Une information qui est diffusée? Alors, oui, il y a bien entendu une information qu'on essaie de mettre à jour le plus régulièrement possible sur le site internet j'ouvre-un-magasin-ixina.fr, qui est donc le site sur lequel on s'exprime sur la franchise pour Ixina. Et puis, rendez-vous au Salon de la franchise. On sera au Salon de la franchise du 19 au 23 mars. Il y aura une belle carte de France avec toutes les villes disponibles sur le stand. Et puis au-delà de ça, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a potentiellement des villes sur lesquelles on n'a pas de manière immédiate identifié un potentiel ou en tout cas une ambition de s'implanter, mais sur lequel un candidat pourrait estimer qu'il y a un potentiel et il peut tout à fait venir nous en parler, nous contacter. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour cette participation. On arrive au terme de ce webinaire. Et puis, bien, à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir, Élodie. Au revoir, Benjamin. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.